Attention, si tu n'as pas connu les années Strange, si tu ne captes pas le second degré, si tu es un Kevin, ne regarde pas cette émission. Merci de ta compréhension. Vous vous souvenez de quelque chose, il est temps. Amis des comics et du vintage, salut! Salut! Une fois de plus, on va se plonger avec nostalgie et rigolade dans notre passé d'adolescent pour évoquer quelques souvenirs qui font du bien au moral, sauf qu'aujourd'hui, l'essentiel de la vidéo va tourner autour du Bouffon Vert, avec un album vintage de chez Lug et une lecture de la semaine consacrée à un nouvel album Panini, et dire que cette maison d'édition ne sponsorise pas ma chaîne, c'est con quand même. Allez, envoyez le bousin! Évoquons aujourd'hui de manière flamboyante et irréaliste ce tout premier album de l'araignée publié en 1977 par les éditions Lug. La maison lyonnaise ne s'est pas foutue de la gueule des lecteurs en offrant un gros album de 80 pages rassemblant les aventures de Spilett contre le Bouffon Vert. C'est l'époque de Stan Lee et de Steve Ditko, avec les épisodes 14, 15 et 17 relatant les premiers méfaits du Bouffon Vert, récit écrit entre juillet et octobre 1964. Nous pouvons donc découvrir la première apparition du plus coriace ennemi de l'araignée, et dès la première aventure, il s'allie aux exécuteurs pour malmener l'araignée qui se fait pas mal bolosser durant l'histoire. Dans cet épisode, Hulk vient mettre sa petite touche personnelle de bolossage et l'araignée se rend compte qu'il ne faut pas énerver le géant vert. Malgré les dessins un peu vieillots de Ditko, on ne peut pas dire que les auteurs se sont tartinés le fion avec l'intrigue. Bien au contraire, ça déchire sa race. Tout aussi vicieux, Kraven le chasseur est embauché par le Caméléon pour péter la gueule de l'araignée dans le numéro 15 de l'Amazing Spider-Man. Même si les dessins peuvent paraître parfois aussi tristes qu'une chambre universitaire sur Poitiers, l'histoire est sympa. Enfin, l'album de Lug propose l'épisode 17 de l'Amazing Spider-Man, baptisé Le Retour du Bouffon Vert, et comme son nom l'indique, le bouffon, il est de retour. Lug avait donc offert à ses lecteurs les premières aventures du Bouffon Vert, car bien peu de ces mêmes lecteurs des années 80 avaient pu avoir la chance de les lire dans Marvel. La première fois que Lug nous présenta l'ignoble Bouffon Vert, c'était dans le Marvel numéro 9 de décembre 1970. Puis dans le Marvel 12 de mars 1971, exemplaire que j'ai la chance de posséder. Et que je vous montre de façon ostentatoire. Bref, chers lecteurs de vintage et fidèles amis followers, si vous ne possédez pas le premier album de l'araignée, vous pouvez quand même lire ses aventures dans l'intégrale Spider-Man 1964 chez Panini Comics. Et dire que Panini ne finance même pas mon émission. Bref, ça vaut le détour et vous y trouverez plus d'amusement que dans une file d'attente à la poste. Aujourd'hui, mes petits poulets, je vais vous parler de la série publiée dans Panini Comics appelée Spider-Man Les Incontournables, version librairie, avec pour titre Le Retour du Bouffon Vert, datant de juillet 2007. C'est un cadeau que l'on m'a fait et qui mérite le détour, car il est une compile, on dit une compile, ça fait jeune, des Amazing Spider-Man 96, 97 et 98, datant de 1971, publiés respectivement en France dans le Strange 93 pour le numéro 96 et dans le Strange 94 pour les numéros 97 et 98. Des Strange qui ont bien aseptisé les dessins à l'image de cette case où Harry Osborn part dans ses délires de shooter avec un arrière-plan jaune alors que dans la version d'origine, on n'hésite pas à représenter les pilules qui détruisent sa vie de camé. Il en est une de même pour les scènes de baston où Peter Parker malmène de la racaille à grands coups de salade de doigts dans la tronche avec de l'onomatopée qui fuse dans la version originale et qui disparaît dans le Strange 94. Je vous jure que si vous vous contentez de la version Strange, vous allez rester sur un sentiment de tristesse et de déception comme après le visionnage de Ready Player One. Le reste de l'album Panini nous montre les épisodes 121, 122 et 123 d'Amazing Spider-Man, datant de l'été 1973, épisode mythique s'il en est, car il relate la mort de Gwen Stacy, qui se fait kickstarter la tronche par le Bouffon Vert. Ces épisodes ont été publiés en France dans Strange 104, d'août 1978, et le Strange 105 de septembre 1978. Au passage, je me permets d'attirer votre attention sur la couverture du Strange 105, qui reproduit la première page de l'Amazing Spider-Man 122, alors que Lug diffuse dans ce Strange 105 l'épisode 123 avec un certain Luke Cage. Toujours un peu en retard dans le mouvement chez Lug, hein. Et putain les mecs chez Lug là, vous ne pouviez pas vous sentir un peu plus concerné par votre travail, hein? C'est trop demandé?
L'autre chose sur laquelle je voulais attirer votre attention pour finir avec cette couverture du Strange 105, c'est la tronche de l'araignée, dont l'illustrateur français a représenté le nez et la bouche. Mais ça m'intéresse pas ce que tu racontes là. Bon, revenons à l'album Panini, et là, je vous conseille d'investir dedans si vous voulez vraiment voir la mort de Gwen Stacy dans son intégralité, car le Strange 104 a sagouiné l'épisode en censurant de nombreuses cases. Ah bah oui, hein, si vous voulez voir l'intégralité de l'œuvre dans Strange, vous pouvez vous asseoir sur un cactus, mes petits roudoudous. Hein. C'est rigolo. Par exemple, ce fantastique coup de poing de l'homme araignée ne pouvait pas passer en France. Du coup, les éditions Lug ont été obligées de recomposer les pages de l'épisode. Ouais, un petit peu comme on a dû recomposer le script de cette vidéo. Ouais, on en a chié grave. La violence de la bagarre finale entre le bouffon vert et l'araignée a été épurée. C'est tellement épuré que quand on le compare à ce que l'on voit dans l'album Panini, on se rend compte que la composition de ces épisodes de l'araignée dans Strange est aussi tristounette que le service des urgences d'Angoulême. La colère de l'araignée n'apparaît pas dans le Strange. Ainsi, 6 cases n'ont pas été publiées. Cases dans lesquelles la violence des gestes et des propos est à son paroxysme, avec un bouffon vert qui a vraiment la tronche d'un détraqué sexuel sous mec. De même, l'empalement du bouffon vert est montré dans le Strange, mais on en a effacé l'impact et l'onomatopée. Douleur gastrique. Prends du space-fond, bouffon. Enfin, l'épisode 123 d'Amazing Spider-Man est diffusé dans l'album Panini avec un Luke Cage bâti comme un Khal Drogo, et d'ailleurs aussi bête qu'un Khal Drogo. Il est donc embauché par Jonah Jameson pour buter l'araignée. Dans la version originale, le directeur du Daily Bugle précise bien qu'il veut Spider-Man mort ou vif, et dans Strange, on n'a pas osé le dire. Et alors, la bagarre entre Luke Cage et l'araignée a été aseptisée une fois de plus avec 13 cases hyper violentes qui ont disparu. Et il faut dire que les deux belligérants n'y vont pas de main morte. Tiens, on sent ta face, Khal Drogo. Voilà pourquoi si vous voulez vraiment lire ces épisodes dans leur intégralité, l'album de chez Panini est très utile. Et puis il regroupe un moment très fort de la série Spider-Man, la mort de Gwen Stacy et la mort de Norman Osborn alias le bouffon vert. On est ici dans un moment phare de la série. À moins d'avoir la personnalité d'un Lemmings, la mort de Gwen Stacy est vraiment un choc pour les lecteurs de l'époque. Alors qu'il tente de la sauver d'une chute provoquée par le bouffon vert, Spider-Man brise la nuque de Gwen en la saisissant avec sa toile. C'est un accident, mais Spider-Man tue Gwen quand on y réfléchit bien. Cette jeune fille était très aimée des lecteurs, et sa mort brutale a d'ailleurs déclenché une vague de protestation plus que véhémente pour l'époque. C'est un peu comme si les lecteurs de Marvel avaient appris que leur daronne se faisait tartiner à la façon Chris Prolls par un Finlandais méchamment membré. Forcément, ils n'étaient pas contents. Bref, les lecteurs furieux demandaient des comptes aux auteurs de l'histoire, et lors des rencontres avec les fans, Jerry Conway se justifiait en disant que c'était un ordre de Stan Lee, alors que ce dernier affirmait que c'était Conway qui l'avait tué. En fait, le vrai responsable de la mort de Gwen est sans doute John Romita Sr. L'idée d'une mort choquante pour booster les ventes de la série traînait dans la tête de Stan Lee qui, au départ, voulait tuer Tante May. Mais non, pas cette Tante May là. Elle est bonne. Ouais, ça c'est vrai. Mais il s'était ravisé en décidant de faire tuer Gwen ou Mary Jane. Et c'est Romita, qui avait créé Gwen au passage, qui a finalement opté pour sa mort. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Cela avait plus d'impact puisque c'était la chérie de Peter Parker. Et Romita a eu raison, car le succès de cet épisode a été retentissant à travers le monde de la BD, que ce soit dans les rues enfumées de New York ou dans la pampa de Bergerac. Si théoriquement c'est le bouffon vert qui provoque la mort de Gwen, techniquement c'est Peter, que l'on connaît par cœur, qui la tue en lui brisant accidentellement la nuque. Les auteurs de Marvel n'ont jamais été prolixes à ce sujet. J'aime bien des réponses précises ou ne me les donnez pas. Bref, cette fin horriblement tragique est considérée par bien des spécialistes des comics comme la fin de l'innocence de la BD américaine de super-héros. C'est aussi considéré par ces mêmes spécialistes des comics comme la fin de l'âge d'argent des comics. Après c'est pas moi qui le dis, hein, c'est vérifiable. Voilà, je vous conseille donc cet album Panini pour toutes les raisons que je vous ai données et que je ne vais pas répéter. Ça serait redondant. Oh, you touch my tra-la-la. Voici la troisième et dernière partie consacrée aux découvertes des vieux pockets trouvés dans le garage de mon grand-père. Et après les éditions Haredi et Lug, on va parler des éditions Aventure et Voyage. Oh, voyage, voyage. C'est l'une des plus vieilles maisons d'édition, bien avant Lug, créée par Bernadette Ratier, mais on s'en fout, en 1946, avec une série de pockets appelés Mon Journal. On trouve de tout, avec des aventures sportives comme le pocket En Piste ou celui baptisé Trophée. En essayant de lire certaines de ces histoires, j'ai bien senti le manque d'inspiration et l'envie des auteurs de rentrer chez eux. Il y a aussi du karaté avec Point d'Acier dans Athénie, dont j'ai trouvé 3 exemplaires de 1985, plein de high kick dans les gencives. On a aussi des Tarzani
humanoïde avec Hakim, un Tarzan qui combat la justice avec des animaux super intelligents qui l'aident. On a ici, d'une certaine manière, la préfigure des super-héros. Enfin, il y a beaucoup de pockets dédiés au western avec Whippy qui accueille Stormy Joe, que je connais pas du tout, Long Ralph avec son héros blondiné Scotty. J'en ai trouvé 4 exemplaires. Pour les avoir lus, je peux vous dire que le propos est souvent simple, hein, c'est pas du Mélenchon, mais ça passe crème. Enfin, le pocket Totem est lui encore entièrement consacré au western. Voilà, il faut bien sûr aimer ce petit format, mais des fois, il vaut mieux un petit truc qui tient dans la main qu'un gros truc que tu sais pas trop où le fourrer. Voilà, je tenais donc à vous présenter ces petites trouvailles qui datent de la même époque que Nostran. On va pas dire du mal de ces revues, hein, ça serait aussi facile que de faire des blagues sur les handicapés, et encore avec les handicapés. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez connu ces pockets, je suis très intéressé par vos propres expériences, encore que là, on parle d'un temps qui semble aussi frais que des vieux qui se baladent dans un parc. Voilà, c'est terminé, j'espère que cette émission vous a plu, laisse un pouce-bleu si tu as aimé, et si tu n'es pas encore abonné, fais-le pour améliorer la santé dans le monde. On se retrouve dans 15 jours, et je vous fais de gros poutous. Salut les geeks! Salut! Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule. Viens ici, sale enculé. Oh, you touch my tra-la-la.